Bien. Donc, avant que de pouvoir commencer, bon, je voudrais savoir tout simplement si tout le monde a pu accéder au cours sur Selene au cours de la dernière fois. Donc, bon, à titre de rappel, pour vous mettre en situation, donc avec vos camarades enfin, l'autre groupe, entre guillemets, nous avons travaillé sur les irrégularités du participe passé. Nous avons terminé les exercices portant sur les irrégularités du participe passé et nous avons fait également les adjectifs de couleur. Donc, avant que de commencer, est-ce que vous auriez des questions sur cela, justement? Parce que nous allons passer à une autre activité. Donc, si vous avez des questions, s'il y a quelque chose qui n'est pas assez clair, vous me le dites, tout simplement. Donc, de mon côté, je vous ai aussi préparé des fiches, comme d'habitude, récapitulatives, qui sont aussi disponibles sur la plateforme Selene, dans lesquelles je récapitule les irrégularités en matière d'accord du participe passé. Donc, si vous avez des questions, hein, allez-y, bien sûr. Donc, là, ce qu'on va faire, c'est l'accord des noms composés. Mais d'abord, je vous distribue ces fiches récapitulatives. Oui, c'est la fiche sur les irrégularités, en fait. Oui. Et non sur les accords. Oui. Vous l'avez déjà? Oui, très bien. Si vous l'avez déjà. Bon, de toute façon, je vous la donne. Mais tout ce qu'il y a sur Selene, de toute façon, je l'imprimerai aussi. Alors, je vous ai déjà donné la fiche. Oui, c'est bon. Je vous en prie. Alors, oui, j'arrive. Pardon. Donc, c'est une fiche dans laquelle je résume les principales irrégularités. Il y en a d'autres, évidemment, mais ce sont les irrégularités qu'on rencontre le plus souvent. Donc là, nous allons aborder une autre activité, puisque, bon, apparemment, vous n'avez pas de questions voilà, sur cela. Donc nous allons aborder l'accord des noms composés. Donc, toujours dans ce chapitre qui porte sur les accords. Donc, je vais vous distribuer d'autres fiches, cette fois qui portent sur les noms composés, des fiches d'exercice. Bon, je n'ai pas encore mis le corrigé sur Selene, mais c'est normal, parce qu'il faut d'abord que nous fassions les exercices et surtout que nous expliquions les logiques derrière chaque accord. Alors, très bien. Je vais leur donner ces fiches la semaine prochaine. Oui. Oui, donc j'ai déjà déposé une fiche, il me semble, sur Selene, mais je vais l'imprimer, oui. Oui. Sur les irrégularités des adjectifs de couleur, c'est ça? Oui, j'ai mis une fiche à la fois sur les irrégularités, plus que des exemples d'adjectifs de couleur issus de noms communs qui ne s'accordent pas. Mais bien sûr, je vais vous imprimer ça. Donc, oui, bien sûr. Oui. Deux, et là, il vous en faut deux, c'est ça? Une seule. Donc, bon, vous voyez que par rapport à ces accords des noms composés, j'ai organisé les exercices un peu différemment
C'est différent des accords du participe, c'est normal, parce que là, les noms composés sont classés tout simplement par classe grammaticale. Parce que c'est ce qui va réguler l'accord de ces noms composés. Donc, dans certains cas, il y a des irrégularités, dans d'autres, il n'y en a pas. On va justement voir tout cela ensemble. Donc, la consigne, c'est de mettre les noms composés au pluriel, tout simplement, en justifiant, bien entendu, l'accord ou l'absence d'accord. Donc, la première combinaison de classes grammaticales, je dirais, c'est non plus non. Combinaison de classes grammaticales aux premières catégories de noms composés, c'est non plus non. Donc, oui. Oui, dites-moi, oui. Synecdoque, métonymie, c'est ça? Oui, bon, la métonymie et la synecdoque, en général, on les emploie l'un pour l'autre. Sauf que métonymie est, à mon sens, beaucoup plus large que synecdoque. Bon, bref, ça consiste à désigner un objet par une de ses caractéristiques ou de ses parties. À vos camarades, j'ai donné l'exemple bien connu, boire un verre, par exemple. Boire un verre, donc on ne boit pas le verre, on boit ce qu'il y a à l'intérieur du verre. Donc c'est le contenu pour le contenant. Donc c'est désigner un objet, un tout, par une partie. Par exemple, lorsqu'on dit une voile. Une voile. Donc pour désigner bien sûr le bateau, etc. Donc ça désigne le bateau par une partie. Avec métonymie. La métonymie, plus largement, c'est un déplacement de sens. Déplacement ou glissement de sens du plus général au plus particulier ou du plus particulier au plus général. Ça dépend. La synecdoque, c'est beaucoup plus précis en fait. La synecdoque, c'est la partie pour le tout. La partie pour désigner le tout. Bon, j'ai évoqué cette question dans le cours sur les adjectifs de couleur parce que c'est une des façons de comprendre pourquoi les adjectifs de couleur issus de noms communs ne s'accordent pas, sauf exception. N'est-ce pas? Par exemple, quelque chose qui est orange, c'est-à-dire on prend tout simplement le nom commun orange, on garde une seule caractéristique, c'est la couleur. Donc d'où l'emploi de la synecdoque. Bon, voilà, pour revenir un peu rapidement sur cette question de synecdoque, métonymie, oui, ce sont des termes techniques, ce sont des figures de rhétorique, des figures de style, donc que j'ai utilisées pour justifier ces accords, pour justifier les accords. Donc, bon, oui, d'autres questions peut-être sur ça? Oui, j'ai déposé aussi bon, un extrait, un bref extrait, un court extrait sur Célène dans lequel j'explique aussi. Je donne d'autres exemples de métonymie, de synecdoque. Donc, oui, voilà, pour cette question de figure de rhétorique. Donc, oui. Maintenant, par rapport à ces noms composés, donc nous avons tout simplement une liste de noms composés. Donc, première combinaison de classe grammaticale, non plus non. Donc, un chou-fleur. Comment vous le mettez au pluriel, tout simplement? Quel est que vous dit votre instinct? Votre instinct grammatical, enfin, en quelque sorte, ou linguistique. Votre intuition. Oui, donc la question est de savoir, puisque c'est un nom composé, est-ce qu'on doit accorder tout ou partie, tout ou partie du nom, ou alors est-ce que le nom doit rester invariable et pourquoi? Soit une partie du nom s'accorde, soit tout le nom s'accorde, enfin, oui. Est-ce que vous pouvez m'expliquer cela? Oui, alors oui, souvent on accorde fautivement ces noms composés, c'est vrai. Mais bon, en général, ce qu'il faut retenir en premier lieu, lorsque nous avons un nom plus nom, en général, je dis bien en général parce qu'on va voir les exceptions, en général, les deux noms s'accordent. C'est le cas pour chou-fleur. Donc, X à chou et S à fleur, tout simplement. Les deux noms qui composent ce nom composé s'accordent tous les deux. Donc, autrement dit, un chou-fleur, au pluriel, ça donne tout simplement des choux-fleurs, X, S, les deux parties du nom s'accordent. Bon, c'est vrai qu'on a tendance à accorder seulement une partie de ce nom. On a tendance plutôt à mettre un S à la fin, je dirais. Pourquoi?
c'est une tendance qui est un peu sémantique, le sens. C'est-à-dire, on a tendance, quand on voit un nom, même si c'est un nom composé, on a tendance à le considérer comme un tout. C'est ce qui se passe dans notre esprit, en fait. C'est comme lorsqu'on dit une table, des tables, un bureau, des bureaux, etc. On considère toujours le nom comme entité. Mais cette entité, justement, est composée de plusieurs éléments. Donc, il ne faut surtout pas accorder systématiquement. Il faut vérifier les classes grammaticales, plus ce qu'on va voir éventuellement par la suite. Donc là, la règle générale, c'est que quand un nom est suivi d'un autre nom, donc nom plus nom, donc c'est le premier cas en tout cas, les deux noms s'accordent. Les deux noms s'accordent. Bon, je vais être plus précis. Lorsque le deuxième nom ne complète pas le premier. Bon, c'est vrai que c'est un peu paradoxal, parce que, bon, après tout, c'est un nom composé, donc le deuxième nom complète forcément le premier. Mais je veux dire, ne complète pas le premier sur le plan grammatical. Il n'y a pas de COI, par exemple, de complément d'objet indirect. Donc c'est le cas ici. On a deux noms qui sont à considérer plutôt comme deux entités. 1, 2. Le 1 s'accorde, le 2 s'accorde. Donc les deux noms s'accordent lorsque le deuxième ne complète pas le premier. Ça peut sembler un peu abstrait, mais on va voir justement plusieurs contre-exemples lorsque le deuxième nom ne complète pas le premier. Donc les deux noms s'accordent normalement. Je vais expliquer bien sûr ce que j'entends par complète ou ne complète pas. Autrement dit, sur le plan sémantique, c'est comme s'il y avait deux noms qu'on accorde normalement, même si ça forme un seul nom. Donc, rappelez-vous, une fois, je vous ai parlé de la catachèse. J'ai déposé déjà une fiche sur ça aussi, sur l'espace de cours. Donc, une métaphore en quelque sorte nécessaire ou une métaphore consacrée. C'est comme chou-fleur qui est à la base une métaphore. Sauf qu'il n'y a pas d'autre façon de déduire la chose, c'est-à-dire autrement que par le biais d'une métaphore. C'est comme fruit de mer, c'est une métaphore, mais elle est nécessaire. Bon, juste entre parenthèses. Oui, on va bien sûr après comparer le premier nom au deuxième. Une phrase qui vient de Madame Bovary. Il y a dans le seau de loup, parmi les herbes, de longs roseaux à feuilles coupantes. Le nom composé étant bien sûr seau de loup. C'est quoi la différence entre ce nom et le premier en fait? Oui? Oui, exactement. Il le complète avec une préposition. C'est la préposition de. Autrement dit, on revient un peu à cette règle de COI. Seau de loup. Donc, de quoi? Donc, le deuxième nom, où il y a le COI, le complément d'objet indirect, va rester invariable, et le premier s'accorde. Pourquoi? Parce que le deuxième nom, dans ce cas, complète le premier. Donc, S à seau, mais loup reste invariable. D'accord? Aussi, il y a une raison qui est d'ordre sémantique. On a évoqué ensemble la question des mots à sens générique et à sens spécifique. Donc, seau, un seau, des seaux, c'est un mot qui a un sens spécifique. Spécifique, c'est comme, un stylo, des stylos. Un mot à sens spécifique. Deux loups, c'est le loup en général, c'est un mot à sens générique. Donc, deux explications. Une explication qui est d'ordre grammatical, puisque le deuxième nom complète le premier avec la préposition de. Une explication d'ordre sémantique, c'est que le premier nom a un sens spécifique, c'est-à-dire, autrement dit, c'est quoi un sens spécifique générique? C'est-à-dire, il existe plusieurs objets, comme ça dans la réalité. Mais générique, à sens général, si vous voulez. Mais on ne dit pas un sens général, on dit un sens générique. Est-ce que c'est bien clair pour vous? Non? Bon, regardez. Oui, je vais m'expliquer. Donc, un seau de loup. Bon, le seau prend S. Loup ne prend pas de S.
N'est-ce pas? C'est ça l'accord. Bon. Maintenant, enfin, l'explication. C'est que le deuxième nom, qui est loup, complète le premier en fait. So, de loup. C'est comme lorsque vous dites, enfin, pas seulement dans les noms composés, lorsque vous dites une salle de classe, des salles de classe. Vous mettez S à salle, vous ne mettez pas S à classe. Pourquoi? Parce que justement, deux classes, ou dans ce nom composé, deux loups, complètent so. C'est un complément d'objet indirect en quelque sorte. En plus, donc, lorsque vous dites des salles de classe, des seaux de loup, salle, seau, sont des noms qu'on appelle des noms à sens spécifique. Par exemple, dans la réalité, un stylo, des stylos, il existe plusieurs types de stylos, etc. Donc ça s'appelle un nom à sens spécifique qui désigne un objet spécifique dans la réalité. Donc seau ou salle, parce que par exemple dans la fac, il y a plusieurs salles, il n'y a pas qu'une seule salle. Donc ça s'appelle un nom à sens spécifique. Deux classes, c'est la classe en général. Donc c'est un nom à sens générique. Ce qui explique aussi l'accord du premier nom, alors que le deuxième reste invariable. Est-ce que c'est un peu plus clair pour vous maintenant? Voilà. Donc je vais noter cela. Donc bien sûr, enfin si ça n'est toujours pas clair, n'hésitez pas à me poser d'autres questions. Donc un seau de loup. Donc le pluriel c'est des seaux. Donc seau prend un S, loup ne prend pas de S. C'est comme ça qu'on l'accorde. Donc deux explications. D'abord grammaticalement. Donc le deuxième nom, à savoir loup, complète le premier. On a la préposition de entre les deux. On a la préposition de. C'est comme avec les COD, les COI, pardon. De quoi? À quoi? Donc le deuxième nom, loup, complète le premier. Donc on notera le recours à la préposition de. Préposition de. Bien sûr, ne pas confondre préposition et proposition. Proposition, c'est une phrase. Préposition, c'est un mot. Donc juste que, enfin, à titre de rappel, donc le deuxième nom, loup, complète le premier, plus dans le lexique ou par rapport au sens, le premier nom, pardon, so. Ça va revenir, ça va être très important pour la classe grammaticale verbe plus nom, par exemple, par la suite. Le sens générique et le sens spécifique. Il faut bien comprendre cela. Donc si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas. Donc le premier nom, c'est-à-dire so, et de sens spécifique, qui désigne, enfin, comment dire la chose, bon, non pas philosophiquement, mais c'est-à-dire un objet ou quelque chose de spécifique. C'est quelque chose qui est reproductible dans la réalité. Qui est reproductible dans la réalité ou dont il existe plusieurs échantillons, plusieurs exemplaires dans la réalité. N'est-ce pas? Par exemple, cette fiche-là, c'est quelque chose qui est spécifique parce qu'il en existe plusieurs exemplaires dans la réalité. Mais générique, qui a un sens général. Voilà. Donc, sens spécifique, reproductible dans la réalité, ça peut bien sûr être transposé dans la littérature, puisque vous travaillez sur Madame Bovary. Donc ce n'est pas seulement dans Madame Bovary, mais dans beaucoup d'autres romans aussi de Flaubert. Donc vous avez ces objets justement spécifiques, reproductibles, qui envahissent les romans de Flaubert. Par exemple, dans Madame Bovary, vous avez la fameuse casquette de Charles Bovary, n'est-ce pas? Vous avez la pièce montée, la description de la pièce montée, etc. Tous ces édifices, un peu ridicules parfois. Donc le roman du 19e siècle est particulièrement envahi par les objets. Claude Duché, par exemple, le critique, a beaucoup écrit sur cela. Le sens des objets
Par exemple, il a écrit que, enfin, je ne dirais pas un article, enfin une partie, c'est une partie d'ouvrage sur le sens des objets dans Madame Bovary. Oui, c'est quelque chose, un phénomène qui est assez marquant hein, au XIXe siècle. Non seulement chez Flaubert, mais aussi chez Zola, hein, beaucoup d'écrivains dits réalistes, naturalistes. Hein. Donc c'est à transposer aussi dans la littérature. Donc reproductible dans la réalité, spécifique, sot et spécifique, alors que de loup, c'est le loup en général, donc c'est un nom à sens générique, alors que loup est un nom à sens générique. Donc, le premier nom, sot, est de sens spécifique, c'est-à-dire, enfin, je crois que là j'ai mis le pluriel reproductible dans la réalité, alors que le loup est un nom de sens générique. Un saut, hein. On peut faire un saut, deux sauts, on peut sauter plusieurs fois, mais deux loups, c'est presque une métaphore, enfin. C'est un mot qui a un caractère assez abstrait. C'est ça la différence, hein, si vous la voyez. Ça, enfin, cette logique de mots à sens générique et spécifique va être très importante justement pour la classe verbe plus nom, comme je l'ai déjà dit. Oui, si vous avez fini, observez un peu les deux noms qui suivent, les deux noms composés qui suivent, dans lesquels on a à peu près la même logique. Un arc-en-ciel, un chef-d'œuvre. Donc vous voyez que j'ai fait exprès de ne pas mettre de noms composés qui soient trop recherchés hein, ou qui soient rares. Non, j'ai choisi pour la plupart des exemples des noms composés qui sont assez courants. Hein. Et j'ai fait ça enfin exprès parce que justement, je ne sais pas pourquoi on a tendance à mettre les noms composés au singulier plutôt qu'au pluriel. Ce qui fait que on oublie tout simplement l'accord hein, parfois. Bon. Alors, arc-en-ciel, chef-d'œuvre. Suivant cette même logique, arc-en-ciel au pluriel, ça donne quoi, oui? Ciel sans le S, tout à fait. Donc là, c'est encore plus clair, je pense, pour cette logique de nom à sens générique et à sens spécifique. Arc, il y a plusieurs arcs, n'est-ce pas? Ciel, il y a un seul ciel. Voilà, c'est ça, sens spécifique, sens générique. Donc arc prend un S, ciel ne prend pas de S. Chef-d'œuvre. Chef, bien sûr, chef, un chef-d'œuvre, c'est à la limite une métaphore aussi. Ça vient du cas régime de l'ancien français chief, hein, qui n'existe plus, qui existe en anglais aujourd'hui. Caput, hein, de l'anglais. Donc bon, de l'anglais, n'importe quoi, du latin. Donc bon, alors, chef-d'œuvre, qu'est-ce que vous faites? Chef, bien sûr, dans le sens de tête ici. Oui, œuvre reste invariable. On a encore une fois la préposition de. Hein. L'œuvre, c'est toute l'œuvre d'un écrivain, par exemple. Par exemple, Madame Bovary est le chef-d'œuvre de Flaubert. Est un chef-d'œuvre de Flaubert. C'est considéré comme une œuvre majeure dans la carrière de Flaubert ou dans toute l'œuvre de Flaubert. Toute l'œuvre. Sens générique. D'accord? Chef, c'est la tête. Enfin, on a toujours un principe de domination, enfin, en quelque sorte, quand on se rapporte à tête, etc. C'est comme lorsqu'on dit à la tête de quelque chose. Chef, tête. Donc voilà. Ou alors des mots à caractère abstrait qui ont un rapport avec la tête, affronter, de front, hein, etc. Ça, c'est la philosophie de la langue. Ce n'est pas seulement enfin, en français, dans beaucoup d'autres langues aussi, hein, on a la même logique. Donc la tête, c'est le commandement, c'est enfin le sens de l'honneur, etc. Donc c'est bref. Donc là, on a dit pour arc-en-ciel, on met un S, donc suivant cette même logique. Hein. Bon, ce n'est pas la peine de répéter à chaque fois, mais c'est la même logique.
Donc, puisque ciel complète arc, puisque arc a un sens spécifique et ciel générique, même chose pour chef-d'œuvre. Donc, plus arc-en-ciel. Donc, ici, on a le en qui complète, au moyen duquel le deuxième nom complète le premier. Arc-en-ciel et chef-d'œuvre, chef, donc prend un S, chef-d'œuvre. Donc, bien sûr, on a le nom composé, par exemple, couvre-chef, chef dans le sens de tête aussi, mais au sens propre. Donc, voilà. Des questions peut-être? Ok. Bon, observez un peu le mot suivant, le nom composé suivant, qui est très courant aussi, mais qui, je ne dirais pas pose problème, mais demande de justement comprendre une certaine logique aussi par rapport à l'accord. Station, une station, service. Comment vous le mettez au pluriel? Et pourquoi? Oui, je vous écoute. Station avec un S, service sans le S. Même chose, sauf que ici, ce qu'il faut noter quand même, c'est que, certes, il n'y a pas la préposition de, il n'y a pas en, il n'y a pas de mot entre les deux. Seulement, il y a, rappelez-vous, l'ellipse qui revient cette fois aussi. Vous voyez à quel point l'ellipse est importante quand il est question de désaccord. Hein. Donc, station-service, ça veut dire quoi? Station de service ou station pour le service, n'est-ce pas? Donc, il y a une ellipse, ce qui fait que le deuxième nom complète le premier. Station avec un S, service, c'est le service en général, sans S. Est-ce que c'est clair? Le deuxième nom complète le premier, seulement il y a une ellipse. Voilà. Donc, je vais noter cela, parce que ça mérite d'être noté. Donc, une station-service. C'est la même logique, rappelez-vous, au tout premier cours. J'ai évoqué, par exemple, timbre-poste. Un timbre-poste, des timbres-postes. Timbre à la fin S, poste sans le S, parce que c'est des timbres de poste. Seulement, il y a aussi une ellipse de 2. C'est exactement le même cas. Je vais d'ailleurs le mettre comme autre exemple donc, qui illustre ce cas-là. Donc, une station-service, donc c'est des stations. Service, station avec un S. Service ne prend pas de S. Donc, ici, il y a la logique de l'ellipse. Donc, on a déjà pu relever, enfin, pour certains accords du participe passé, qui revient ici. Donc, ellipse. C'est pour cela que j'ai choisi de poster aussi sur votre plateforme de cours, Célène, donc un court extrait aussi sur les ellipses, hein. Donc que j'ai posté hier, je crois. Bon, bref, ellipse avec ce qu'on appelle l'ascendette et la parataxe, hein. Donc bon, dans lequel j'explique un peu cette question d'ellipse. Donc des stations-service, ellipse. Donc le deuxième nom complète le premier. Complète le premier par le biais de ou au moyen de. C'est quoi la différence entre par le biais de et au moyen de? Le biais, bien sûr, biais B-I-A-I-S. C'est quoi la différence entre par le biais de et au moyen de? Juste une question comme ça. Par le biais de, c'est un moyen qui est un peu contourné, hein, ou indirect. Hein, par le biais de. Au moyen de, c'est au moyen de quelque chose, tout simplement. Donc moi, je préfère ici mettre par le biais de. Donc le deuxième nom complète le premier par le biais B-I-A-I-S, bien sûr, d'une ellipse. Donc il y a ellipse de 2, hein, ou bien pour, enfin si on veut. En tout cas, il y a ellipse d'une préposition. Ce qui fait que c'est la même logique. Le deuxième nom complète le premier. Le premier nom a un sens spécifique alors que le deuxième a un sens générique. Oui? Oui? Tout à fait, c'est ça. C'est ce que je disais en fait, c'est-à-dire plusieurs stations, c'est-à-dire c'est un mot qui a un sens
spécifique, justement. Il y a plusieurs stations. Il n'y a pas qu'une seule station hein, de service. Service, c'est le service en général. Donc oui, sens spécifique plus sens générique. Bien sûr, oui. Donc sur le même modèle, vous avez des timbres postes. Hein, même chose. Il n'y a pas qu'un seul type de timbre, enfin il y a plusieurs timbres. La poste, c'est la poste en général. Donc voilà. Des timbres postes, timbre avec un S, poste sans le S. Voilà, suivant la même logique. Hein. Donc voilà, j'espère que c'est plus clair maintenant pour vous. C'est pour ça que j'ai choisi de mettre beaucoup d'exemples parce que justement, ça permet d'appréhender les règles et puis de voir quelles sont les différences entre les emplois, hein, chacun de ces emplois. Bon, observez maintenant les deux noms composés qui suivent. Tête à tête, pot-au-feu. Qu'on va noter, donc, un tête à tête. Alors, on commence par le premier, un tête à tête. Bon, essayez de vous fier un petit peu à votre intuition d'abord. Après, ce que je vais faire, c'est d'essayer d'éclairer votre intuition en me servant des règles, justement. Donc, un tête à tête. Oui, au pluriel. Hmm. Oui, donc, où est-ce que vous mettez un S? Je vais être assez terre à terre. Où est-ce que vous mettez un S? Où est-ce que vous ne mettez pas de S? Au deux. Au dernier. Dans ce cas, ça contredirait un petit peu ce qu'on a dit. Parce que si on suit votre logique, le deuxième tête aurait un sens générique alors que le premier aurait un sens spécifique, c'est ça? Oui, oui, oui. Bon, oui, vous voyez que c'est un peu compliqué pour cette hein, tête à tête. Surtout qu'on a tendance vraiment à l'employer au singulier. Hein. C'est très rare de le voir au pluriel, mais l'accord existe, bien sûr, il faut le connaître. Donc en fait, c'est, je dirais, un cas un petit peu particulier. Un peu comme pot-au-feu, mais je, je vais parler de ça aussi. Bon, tête à tête. Vous savez ce que c'est un tête à tête, bien sûr. Hein. C'est une conversation, une discussion à caractère privé avec quelqu'un, ou alors, dans le sens abstrait, une confrontation. Hein. Par exemple, un tête à tête avec la mort, etc. Bon, bref, on s'en fiche un peu. Ce qui compte ici, c'est que si on suit la même logique là, tête à tête, on va considérer que le deuxième nom complète le premier, alors le premier a un sens générique, le deuxième a un sens spécifique, ça ne marche pas. Ça ne marche pas ici. Bon, pour une raison assez simple, bon, qui n'est pas assez simple, mais bon, tête à tête comme face à face aussi, que je vais noter, vient à la base de ce qu'on appelle une locution adverbiale. Bon, je vais m'expliquer. C'est très simple, hein, ça fait peur, mais c'est simple. Locution adverbiale, c'est une expression qui a le sens d'un adverbe. Locution adverbiale, une expression qui a le sens d'un adverbe, du type tout à coup. Peut-être, bon, peut-être aussi avec un tiret, certains grammairiens considèrent peut-être comme un adverbe, certains autres comme une locution adverbiale. Donc là, d'abord tête à tête vient d'une locution adverbiale, en tête à tête, c'est-à-dire de façon privée. Hein. Première explication. Deuxième explication qui est d'ordre euphonique. Bon, je balance des mots comme ça, mais je vais. Mais enfin, ce sont les mots qu'il faut employer, mais je vais m'expliquer. C'est quoi l'euphonie? C'est un phénomène qui est très simple. C'est ça, enfin, en grammaire, on donne beaucoup de noms qui sont un peu imposants à des phénomènes assez simples en vérité. L'euphonie, c'est quoi? J'écrirai après le mot et tout ça. L'euphonie, c'est-à-dire tout simplement la liaison entre les mots, la prononciation. On supprime le S aussi pour des raisons d'euphonie, parce qu'on ne peut pas vraiment prononcer des têtes à tête. Voilà. Donc, une première raison qui me semble plus convaincante quand même, c'est que derrière tête à tête, il y a une locution adverbiale. Ça a le sens d'un adverbe.
Donc, un adverbe ne s'accorde pas, sauf s'il est employé comme nom, etc., à dérivation impropre. Donc, tête à tête ne s'accorde pas. Première explication pour des raisons d'euphonie ou de liaison. Est-ce que je me suis bien fait comprendre? Même logique pour pot-au-feu. Pot-au-feu. Est-ce que vous auriez tendance, vous, à dire pose au feu? Non. Ça semble un peu... C'est lourd, quoi. Donc, pot-au-feu reste aussi invariable. Pour exactement les mêmes raisons. Même chose pour face à face, qui est à la base tirée d'une locution adverbiale, d'une expression qui a le sens d'un adverbe. On dit en français locution nominale, une expression qui a le sens d'un nom, locution verbale, locution adjectivale, locution adverbiale, locution interjective parfois, une expression qui a le sens d'une interjection, etc. Une locution, c'est une expression, tout simplement. Il s'agit d'une expression. Est-ce que c'est clair pour vous? Pour ce cas un peu particulier. Bon, je vais noter d'abord. Je vais noter. Donc, un tête-à-tête. Au pluriel, ça reste invariable. Au pluriel, ce nom composé reste invariable. Tête-à-tête, pas d'accord. Pas d'accord. En tout cas, c'est l'accord classique. Après, parfois, on a toutes sortes de bizarreries pour les noms composés spécialement, comme on va pouvoir le constater. Donc, des tête-à-tête. Invariable, ça fait quand même exception à la règle qu'on a déjà vue. Bon, moi, j'avancerai deux raisons que j'ai déjà citées. Donc, d'abord, tête-à-tête est à l'origine une locution adverbiale, une expression avec le sens d'un adverbe. Donc, locution adverbiale, c'est-à-dire expression avec le sens d'un adverbe, avec le sens, ou qui a le sens d'un adverbe. Voilà pour la première explication. Donc, deuxième explication, pour des raisons d'euphonie. Euphonie, E-U-P-H-O-N-I-E. Donc, pour des raisons euphoniques, des raisons d'euphonie, euphonie, E-U-P-H-O-N-I-E. Donc, tout simplement de liaison, de prononciation. Liaison et prononciation. Tout ce qui se rapporte à la liaison et à la prononciation. D'ailleurs, je vous donne un cas connu d'euphonie. Par exemple, prenez n'importe quel verbe du premier groupe en français. Parler, chanter, aimer, etc. Bon, si vous mettez à l'impératif avec tu et que vous utilisez en, qu'est-ce que vous dites? Est-ce que vous dites parle-en ou parle-en? Parle-en, n'est-ce pas? Alors que, normalement, si vous le conjuguez à l'impératif, il n'y a pas de S. Parle, parlons, parler, il n'y a pas de S dans parle. On ajoute ce S pour des raisons d'euphonie. Par exemple, parle-en, parle-en. Le S, il existe seulement au présent de l'indicatif. Tu parles. Il n'existe pas au présent de l'impératif. Parle, il n'y a pas de S. Même si beaucoup de gens font cette erreur. Le présent de l'impératif, il n'y a pas de S. C'est seulement le présent de l'indicatif pour tous les verbes du premier groupe. Ce S, il est euphonique. Voilà, juste à titre d'exemple. Pour vous dire que ça n'a rien de vraiment rare ou de recherché. Ce sont des mécanismes qu'on utilise tous, tout le temps. Mais seulement ces mécanismes, il faut leur donner des noms. Il faut les connaître. Donc, idem pour, bien sûr, face à face, pour pot-au-feu, enfin le nom qui suit. Des pot-au-feu, même chose. Et des face à face, pareil. Qui restent tous les deux invariables aussi. Bien sûr, on dira d'un nom composé qu'il est invariable lorsqu'aucune de ses parties ne prend de S, tout simplement. S'il y a même une seule partie qui prend S, ce n'est plus un nom invariable pour les noms composés.
Ok, il reste deux noms dans cette combinaison de classes grammaticales. Est-ce que je pourrais effacer les deux premiers noms? Vous avez fini de... Ah, vous avez pris note, c'est bon. Alors, observez les deux noms qui restent. Un auteur-compositeur et un aller-retour. Bon, pour un auteur-compositeur, normalement, c'est simple. Qu'est-ce qu'on fait de ce nom? Oui, les deux prennent un S, oui. Il n'y a absolument rien à signaler ici. C'est comme chou-fleur. On a deux noms qui forment en quelque sorte sur le plan sémantique deux entités séparées. Il n'y a pas de rapport de complétion, de complément de, etc. Non. Donc deux noms qui forment, si on veut, deux blocs. C'est comme des blocs, deux blocs sémantiques. Les deux s'accordent sans problème. Des auteurs-compositeurs, auteur à la fin S, compositeur à la fin S. Donc c'est exactement le même cas que pour chou-fleur. Donc des auteurs. Oui, après, je pourrais aussi vous poser la question comment on fait au féminin. Si c'est une dame, comment on fait? Pareil, une auteur-compositeur. On ne dit pas une auteure-compositrice. Enfin, même si on a tendance aujourd'hui à féminiser tous les noms de métiers. Mais il y a des règles aussi, oui. Autrice, je n'aime pas vraiment. Mais bon, ça existe, oui, ça existe. Seulement lorsque c'est employé comme nom composé. Comme nom composé. On peut garder le même nom parce que c'est neutre. C'est ça, l'accord des noms de métier, etc. Il faut voir si le nom est neutre ou s'il ne l'est pas. Par contre, il y a une petite subtilité. C'est que parfois, c'est utile de mettre ces noms au féminin quand ça veut vraiment dire quelque chose. C'est-à-dire, par exemple, des autrices, on va dire, ou des écrivaines. C'est vilain quand même. Des écrivaines. Bon, bref. Avant, ça se disait seulement au Canada. Mais après, c'est passé dans notre français de tous les jours. Bon, bref. On peut dire des autrices, des écrivaines. Par exemple, des écrivaines ou des autrices contre la violence, etc. C'est pour mettre l'accent justement sur le genre. Mais sinon, je ne vois pas vraiment de raison. Enfin, mettre des E un peu partout, des is, des... Franchement, c'est mon opinion personnelle qui n'engage que moi. Mais après, si c'est vraiment utile, si c'est une écrivaine, franchement, c'est moche. Désolé, mais enfin, en tout cas, c'est ce que je pense. Un écrivain, une écrivaine. Bon, un auteur-compositeur, donc des auteurs. Oui, c'est pour autrice. Pour autrice. Donc ça se base bien sûr sur le latin. Octor, etc. Ça se base sur le latin. C'est un nom à la base qui est un nom savant, un mot savant. Mais bon, bref, oui, vous pouvez dire octrice si vous voulez. Rien ne vous en empêche. Mais écrivaine, non, s'il vous plaît. C'est une écrivaine contemporaine. Enfin, bref, allez. Donc, ici, on a déjà expliqué, c'est comme pour chou-fleur. Il reste un nom, aller-retour. Alors, bon, une question toute bête. Pourquoi je l'ai mis, ce nom composé, dans la classe nom plus nom? Est-ce que aller, c'est un nom? À la base, c'est quoi? C'est un verbe, à l'infinitif. Rappelez-vous, seulement rappelez-vous, la question de la dérivation impropre,
qui revient encore une fois. Donc la question de la dérivation impropre, c'est-à-dire lorsqu'on utilise un mot dans une classe grammaticale qui est différente de sa classe d'origine. C'est comme un souvenir, des souvenirs. Souvenir à la base, c'est se souvenir, c'est un verbe. Un aller, des allers, on dit bien des allers simples. Donc à la base, c'est un verbe qui est utilisé comme nom. Donc c'est pour ça que j'ai considéré comme un nom, bien entendu. Après, bon, pour l'accord, qu'est-ce qu'on fait de ce nom? Oui? Moi, je pense comme vous, j'aurais tendance à accorder les deux. C'est correct, d'ailleurs. C'est l'accord que je considère comme étant le plus correct. Seulement, pour ce nom en particulier, il y a toutes sortes de bizarreries. Normalement, aller, c'est un nom, c'est une dérivation impropre, mais c'est un nom. C'est comme lorsqu'on dit un aller simple, des allées simples. Des allées simples, vous mettez bien un S à aller. Donc, seulement, il y a certains. D'ailleurs, si vous faites même une petite recherche de votre côté, vous allez trouver qu'on peut écrire aller simple avec un S à aller, mais pas de S à retour, avec un S à retour, mais pas de S à aller, ou sans S du tout. Il y a une espèce de flottement, qui s'explique, à mon avis, par cette dérivation impropre. Mais pour moi en tout cas, l'accord qui me semble le plus correct ici, c'est de mettre un S au 2 parce que aller, c'est vrai que ça vient d'un verbe, mais ça reste quand même un nom parce que c'est employé dans le cadre d'une dérivation impropre. Oui. Comment l'expliquer maintenant? C'est que certains, comme je vous ai dit, considèrent aller comme un verbe. Donc du coup, ils ne lui mettent pas de S. Alors que non, non. C'est utilisé comme nom. Ça vient d'un verbe, d'accord, mais c'est utilisé comme nom. Et certains autres qui ne mettent pas de S du tout. Ni à aller, ni à retour. Parce qu'ils considèrent, je pense, c'est une explication personnelle, retour d'un aller. Ils considèrent qu'il y a, c'est-à-dire le deuxième nom qui complète le premier. En plus, ils considèrent le premier comme un verbe. Bref, c'est un peu confus. Mais moi, j'opterais plutôt pour cet accord, aller avec un S, retour avec un S. Aller est un nom, c'est un verbe qui est utilisé comme nom, par dérivation impropre. Retour, c'est un nom, évidemment. C'est ce qu'on appelle d'ailleurs dans le lexique, je profite un peu, dans le lexique, on appelle ça un déverbal. Un déverbal. Vous savez ce que c'est un déverbal? Je vous explique, c'est très simple. Déverbal, c'est lorsque vous avez un mot qui est issu d'un autre mot, spécialement un nom qui est issu d'un verbe, et que le nom est tout simplement plus court que le verbe. Par exemple, retour vient de retourner. Retourner est plus long que retour, donc ça s'appelle un déverbal. C'est simple en vérité, mais ces mots, il faut les connaître juste pour maîtriser ce jargon-là. Donc bon, à propos de aller-retour. Oui, dites-moi. Pardon, est-ce que vous pourriez répéter votre question? Ben non, je n'impose pas. Non, 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 écoutez, je n'impose pas ma propre interprétation enfin, on n'est pas dans une monarchie, voilà. Moi, je suis juste professeur. Non, mais c'est une question qui mérite quand même d'être posée. Mais lorsqu'il y a plusieurs accords, et que, évidemment, tous ces accords sont corrects, il suffit de mettre un seul de ces accords. Vous n'êtes pas obligé de mettre tous les accords. Je ne vous demande pas ça. Donc, il suffit de mettre un seul accord, et s'il est correct, je le considère comme correct. Mais s'il est correct, c'est-à-dire ça ne veut pas dire de mon point de vue. S'il est correct dans l'usage, dans la grammaire, je considère comme correct. Voilà. Donc, parce que de toute façon, la langue aussi évolue, d'accord, mais après, il y a des choses qui passent dans l'usage. Mais le problème est que on met ces S, on ne met pas d'accord, etc., sans jamais expliquer pourquoi. C'est ça le plus grand problème. Donc il faut quand même une logique derrière cela, sinon tout le monde pourrait s'arranger comme il le veut avec les noms, avec les mots en français. Il faut des règles aussi. Donc bon, bref,
pour aller-retour. Donc non, je n'impose pas une seule interprétation qui est la mienne, non. Vous mettez un accord qui est correct, je le considère évidemment comme correct. Bon, c'est après, s'il est correct de mon point de vue ou non, ça c'est une autre affaire. Je ne vais pas vous noter sur ça. Donc, bon, aller-retour. Donc là, au pluriel, donc des allers-retours, aller avec un S, retour avec un S. En tout cas, c'est l'accord qui est, à mon sens, le plus justifié. Voilà. Après, il y a aussi d'autres façons de l'accorder. Donc, parce que ici, on a, c'est un peu la logique la même logique que pour chou-fleur. Le deuxième nom ne complète pas le premier, etc. De plus, aller est utilisé comme nom est utilisé comme nom, nom ou alors comme on dit comme substantif, c'est la même chose, est utilisé comme nom par dérivation impropre. C'est le mécanisme de la dérivation impropre. Dérivation impropre. C'est pour ça qu'on dit des allées. Par exemple, des allées simples. Des allées, on met bien un S. Donc on met bien un S, des souvenirs, des allées, etc. On met le S parce que c'est le mécanisme de dérivation impropre, en fait. Oui, des questions peut-être. D'autres questions, n'hésitez pas. Oui, mais je vais vous le dire tout de suite. Ce n'est pas pour ce cas non plus non qu'il y a le plus de problèmes. C'est plutôt pour le cas verbe plus non. Certes, il y a des cas un peu particuliers, mais on va voir après. On va évoquer cette fameuse réforme orthographique de 1990. Oui, comme je l'ai dit à vos camarades, moi ça m'amuse un peu. Enfin, quand on ne sait pas quoi faire, qu'est-ce qu'on fait? On fait des réformes. C'est exactement la même chose aussi pour les mots. C'est réforme orthographique de 1990. Allez, plus d'accord du participe passé, plus d'accord des noms composés, plus de subjonctifs imparfaits. Oui, plus de français, quoi. Enfin, parce que, bon, je ne suis pas contre l'évolution de la langue, mais après, à quel prix? Bon, je ne suis pas un puriste non plus, mais... Bref, on va passer à la deuxième combinaison de mots qui est plutôt simple, qui ne pose pas du tout de problème a priori. Donc c'est la combinaison nom plus adjectif. Oui, vous avez fini de prendre note d'abord. Bon, je vais peut-être écrire là. Nom plus adjectif ou bien adjectif plus nom. Nom plus adjectif ou bien adjectif plus nom. Donc, oui, on a une série de noms qui sont construits de la même façon, bien sûr. Un beau-frère, une plate-bande, un coffre-fort, un cerf-volant. Bon, je vais quand même faire quelques remarques sur cerf-volant, mais bon, ça c'est après. Un sol pleureur, le sol pleureur étant le symbole de quoi? D'ailleurs, Flaubert s'est bien moqué de tout cela. Vous connaissez le dictionnaire des idées reçues de Flaubert? C'est très, enfin, c'est vraiment amusant. Et vous pouvez le trouver enfin, un peu partout. Donc, sol pleureur, dans le dictionnaire des idées reçues. Deux points, c'est Flaubert, je cite, c'est Flaubert, symbole obligé de la tristesse. C'est donc le sol pleureur était le symbole du romantisme en fait. C'était enfin un cliché qu'on utilisait beaucoup dans le romantisme, enfin, à commencer par Alfred de Musset. Voilà, bref. Donc, et un court métrage, bon, bref. Alors, pour le premier, un beau-frère, bon, beau bien sûr, enfin, parce qu'à partir de 900, de l'année 980, 980, on a commencé à dire, par exemple, entre parents,
ou un père qui s'adresse à son fils, etc. Mon beau, hein, mon beau, c'est comme aujourd'hui on dit mon chéri, machin, etc. Donc c'est une sorte de diminutif qui s'adressait quand on était en famille, hein, au moyen duquel on s'adressait à un membre de sa famille, vers 980. Donc après, c'est passé dans la langue française. Donc c'est pour ça qu'on dit beau-frère, belle-sœur, etc. Ça n'a rien à voir avec la beauté, en fait, bien sûr. Hein, c'est bon. Bref. Alors, dites-moi, un beau-frère, comment vous faites, comment vous le mettez au pluriel? Les deux s'accordent. Beau avec un X, frère avec un S. Plate-bande. Je vais y aller assez rapidement, vous allez voir pourquoi. Plate-bande. Adjectif plate, non-bande. Même chose, les deux s'accordent. Coffre-fort aussi. Cerf-volant. Bon, la petite remarque sur cerf-volant, c'est que volant est à la base un participe présent, mais qui est utilisé comme adjectif. Donc ça n'a rien de très particulier. Sol pleureur, sol avec un S, pleureur avec un S. Court métrage, même chose, court avec un S, métrage avec un S. Donc, c'est très simple. Nom plus adjectif ou adjectif plus nom, les deux mots s'accordent. Pas d'exception possible. D'accord? Donc tous ces mots se mettent automatiquement au pluriel. Voilà. Il n'y a rien vraiment, il n'y a rien à dire. Donc ici, la règle, elle est très simple. C'est que les deux mots s'accordent, autrement dit, prennent la marque du pluriel. S'accordent. Donc vous ajoutez SX partout. Donc beau-frère. Donc autrement dit, des beaux-frères, XS, des plates-bandes, des coffres forts, S aussi partout, coffre non, adjectif fort, un cerf-volant, même chose, donc des cerfs volants. Hein. D'ailleurs, cerf-volant, c'est un exemple aussi de catachrèse, hein, de catachrèse, métaphore nécessaire, parce que ce n'est pas un cerf qui vole, c'est une image. Seulement, seulement il y a une seule façon de le dire, c'est métaphoriquement. Hein, la catachrèse. Bon, bref. Sol pleureur, S aussi partout. Et finalement, c'est quoi? C'est court-métrage, même chose. Le nom s'accorde, l'adjectif s'accorde sans problème. Donc là, il n'y a pas vraiment grand-chose à signaler. Vous avez la classe du nom, la classe de l'adjectif, elle suit l'accord habituel, parce que le nom s'accorde d'habitude comme l'adjectif. Donc on va poursuivre bien entendu avec la combinaison de mots suivante, c'est-à-dire adjectif plus adjectif. Bon, j'efface peut-être la première classe de mots. Donc, la combinaison de classes grammaticales, adjectif plus un autre adjectif. Donc là, j'ai donné seulement deux exemples. Un clair-obscur et un sourd-muet. Donc, alors, qu'est-ce qu'on en fait pour l'accord? Oui, c'est justement cela. Il faut savoir aussi expliquer. Bon, écoutez, pour clair-obscur, bon, bien entendu, la technique qui est utilisée dans la peinture, etc. Donc, quel est le peintre qui est très fameux pour cette technique, pour le recours à cette technique-là? Le peintre hollandais Rembrandt, hein, n'est-ce pas? Le clair-obscur de Rembrandt. Bon, bref, lorsqu'on a adjectif plus adjectif, bon, je vais vous dire ça comme ça, adjectif plus adjectif, les deux s'accordent normalement. Un clair-obscur, des clairs-obscurs, parce que c'est à la fois, si on veut expliquer davantage, c'est à la fois clair et obscur, clair plus obscur. Donc, ça se compose de clair plus obscur, donc il y a quelque chose de clair et quelque chose d'obscur, on met un SO2, tout simplement. Pour sourd-muet, il y a quand même une petite remarque,
c'est qu'on peut dire en français aussi une sourde muette, n'est-ce pas? On peut utiliser le féminin. En général, on a un seul genre pour les mots, mais pour certains mots non composés, on peut dire un sourd muet, une sourde muette, des sourds muets S, des sourdes muettes ES, n'est-ce pas? Bon, à mon avis, c'est plus pour une raison, je dirais, bon, un peu psychologique peut-être, mais relative à la vie en société en général. Un sourd muet, une sourde muette, c'est en quelque sorte pour ne pas rendre ces personnes un peu anonymes ou pour les désigner par le seul biais de cela, c'est-à-dire être sourd et muet. C'est pour humaniser ces personnes. Donc on dit un sourd muet, une sourde muette. On peut aussi utiliser le féminin, rien ne l'empêche. Mais en général, pour les noms composés, en général, vous avez un seul genre. Pour certains noms composés, on a à la fois le genre masculin et le genre féminin, comme pour sourd-muet. Donc, bon, adjectif plus adjectif. Les deux mots s'accordent aussi sans problème. Les deux mots s'accordent. Donc, ce qui donne ici un clair-obscur, donc des clairs obscurs. Donc, un clair obscur, des clairs, clair S obscur, clair obscur. Oui, la pâle obscurité qui tombe des étoiles. Corneille, le poète Corneille, après, le poète Corneille au XVIIe, après ça a été repris par Baudelaire dans Les Fleurs du Mal, au XIXe. Donc, oui, bon, bref, des clairs obscurs S, et bon, sourd-muet, donc il a cette petite particularité, donc, et qu'il peut être mis à la fois au masculin et au féminin. On peut dire, bien sûr, une sourde muette. Un sourd muet, pardon, je crois que j'ai mis le... Donc, dans les deux cas, bien entendu, le nom composé s'accorde, c'est-à-dire comme tous les mots qui se composent d'un adjectif plus un autre adjectif, c'est-à-dire des sourds muets, S, S, des sourdes muettes, donc SS. Donc là, c'est tout à fait clair, je pense. Il n'y a pas de grand-chose à signaler, il n'y a pas beaucoup de subtilité. Par contre, pour la classe suivante, on va voir ce qu'il en est. Donc, qui est celle de verbe plus nom. Toujours dans cet ordre. Le verbe avant, le nom après. Bon, bien entendu, enfin, il y a d'autres classes de noms composés, mais ce sont les classes les plus courantes, les cas les plus usités. Donc, verbe plus nom. Alors, essayez d'y réfléchir un peu. Donc, on va commencer bien entendu par le premier nom, un chasse-neige. Bon, on va faire les deux premiers noms ensemble pour faire la comparaison. Un chasse-neige et un tire-bouchon. Donc, alors, oui. Pourquoi? Justement, chasse est un verbe. À ne pas confondre avec, par exemple, ce qu'on a vu sur aller-retour. Aller est un verbe, mais qui est utilisé comme nom. Ici, c'est un verbe qui est utilisé comme verbe. Il n'y a pas de dérivation impropre. On est d'accord sur ça. Chasse-neige, qui chasse la neige, autrement dit, n'est-ce pas? Donc c'est un verbe qui est utilisé comme verbe. Oui, dites-moi. Qui chasse la neige. Un COI plutôt, vous voulez dire. Un complément, un COI, complément d'objet indirect. De la neige, c'est ça. Si vous voulez, oui. Bon, après, oui. Après, il y a une explication plus simple. Pensez à ce qu'on a dit sur les mots à sens générique et à sens spécifique. La neige, c'est générique.
Bon, en règle générale, lorsque vous avez verbe plus nom, le verbe reste toujours invariable, parce que c'est un verbe, il ne peut pas prendre le S du nom. C'est très simple. Le nom, par contre, il s'accorde si c'est un mot à sens spécifique et ne s'accorde pas s'il est de sens générique. C'est-à-dire chasse-neige qui chasse la neige en général, n'est-ce pas? Donc pourtant, et là c'est le cas d'évoquer cette espèce de querelle entre l'orthographe classique et l'orthographe dite réformée de 1990. L'orthographe de 1990, bon, ils ont fait ça un peu pour simplifier. Ils mettent un S à neige. Ils ne tiennent pas compte du fait que ce soit un nom à sens spécifique ou un nom à sens générique. Peu importe. Ils mettent un S. Mais, enfin, l'orthographe classique est assurément plus correcte, c'est-à-dire chasse-neige, chasse, le verbe ne prend pas de S, neige ne prend pas de S parce que c'est la neige en général. N'est-ce pas? Bon, après, pour vous, lors du contrôle, etc., c'est la même remarque que j'ai faite tout à l'heure. Donc, lorsque vous tombez sur ces cas-là, vous n'êtes pas obligé de mettre les deux accords ou d'expliquer que ça c'est l'orthographe de 1990, ça c'est l'orthographe classique. Non. Mettez un seul accord. S'il est correct, que ce soit du point de vue de la grammaire classique ou de l'orthographe classique, pardon, ou de l'orthographe de 1990, je l'accepte. Est-ce qu'on est d'accord sur ça? Je ne vous oblige pas à mettre un seul accord, même si, bon, encore une fois, pour moi, de mon point de vue, chasse-neige ne devrait pas s'accorder. Ok, mais l'accord existe. Après 1990, on a chasse-neige qui peut prendre un S aussi. Donc, que vous mettiez chasse-neige, neige avec un S ou sans le S, les deux, enfin, je vais les considérer bien sûr comme corrects. Voilà. Pour que ce soit bien clair. Donc là, pour cette classe de mots, bon, je vais d'abord mettre la règle générale. Le verbe ne s'accorde pas, le nom s'accorde s'il a un sens spécifique et ne s'accorde pas s'il a un sens générique. Donc voilà, pour la règle d'abord, donc verbe plus nom, toujours dans cet ordre. Donc verbe 1, nom en deuxième position. Donc le verbe ne s'accorde pas. Pour le nom maintenant, le nom s'accorde s'il a un sens, ou s'il est de sens, oui c'est mieux, s'il est de sens. Il s'accorde s'il est de sens spécifique, donc le nom s'accorde s'il est de sens spécifique, et ne s'accorde pas s'il est de sens générique. Général si vous voulez, mais on dit générique. S'il est de sens générique, s'il est de sens générique. Oui, parfois il y a certains spécialistes qui disent aussi vernaculaire pour générique. Ça s'utilise pour les espèces, etc., pour tous les noms qui ont un sens générique. Vernaculaire. Donc, pour le premier nom, chasse-neige, on a dit chasse, c'est le verbe, ça ne prend jamais de S. Neige, c'est un mot à sens générique qui normalement ne prend pas de S, mais dans l'orthographe de 1990 prend un S. Bon, pour le deuxième nom, puisqu'on va faire la comparaison, un tire-bouchon, qu'est-ce que vous en pensez? En suivant cette même règle. Bouchon au pluriel, il n'y a pas qu'un seul bouchon, il y a plusieurs bouchons. Donc bouchon prend un S. Et tire, c'est un verbe. Donc il ne prend pas de S. N'est-ce pas? Là, en revanche, lorsque le nom est de sens spécifique, il n'y a pas vraiment de différence entre l'approche de l'orthographe classique et celle de 1990. La différence d'approche, elle est lorsque le mot est de sens générique. Parce que c'est clair, lorsque c'est spécifique, il y a un bouchon, il y a des bouchons, donc ça prend un S. Il n'y a absolument pas d'autre accord.
Le problème se pose seulement pour les noms à sens générique. Donc, ceux qui ont fait cette réforme, cette fameuse réforme, en voulant simplifier, ont mis sur le même plan les noms à sens générique et les noms à sens spécifique. Donc, oui, j'espère que c'est un peu clair cette histoire pour vous de noms à sens générique et spécifique. En tout cas, moi, je vais mettre les deux accords. Donc, chasse-neige, un chasse-neige. Donc, au pluriel, nous avons des chasse-neige. Donc, chasse, bien sûr, sans le S, c'est le verbe. Neige, qui est un nom à sens générique. Donc là, V, verbe, nom à sens générique. Nom à sens générique. Bon, toujours est-il que, après cette fameuse réforme, donc nous avons la forme. Bon, je vais mettre un astérisque, un méchant astérisque, parce que je suis un peu méchant. Donc, des chasse-neige, neige avec un S. Ça, c'est l'orthographe d'après 1990. Bon, pour tire-bouchon, en revanche, donc il n'y a absolument pas de problème parce que le nom est déjà à sens spécifique. Ça prend toujours un S. Donc, un tire-bouchon, des tire-bouchons au pluriel. Donc, même chose, verbe, sauf que cette fois, bouchon est un nom à sens spécifique. Et dans ce cas, le nom prend toujours un S, que ce soit dans l'orthographe classique ou dans celle de 1990. Est-ce que c'est bien clair pour vous, cette histoire-là? Parce que ça va expliquer tous les autres accords de ces types de noms. Gratte-ciel, par exemple. Gratte, c'est un verbe, donc. Oui? C'est un nom à sens générique. C'est toujours est-il que, encore une fois, c'est bizarre quand même, l'orthographe réformée de 1990, c'est ciel avec un S. Oui. Bon, normalement, le pluriel, déjà, c'est cieux. Sauf que le pluriel ciel existe seulement dans la poésie. Vous avez lu, je pense, au moins en partie, Les Fleurs du Mal. Donc, vous avez ce fameux poème, Invitation au voyage. Les soleils mouillés de ces ciels brouillés, pour mon esprit ont des charmes si mystérieux, de tes traîtres yeux brillant à travers leurs larmes, etc. Donc, de ces ciels mouillés. Baudelaire écrit ciel avec un S, c'est un pluriel poétique. Ça existe. Seulement, c'est utilisé seulement dans la littérature, oui. Pardon? Bon, je vais peut-être me... Oui, dites-moi. Oui, je vous l'ai déjà dit. J'ai déjà expliqué ça. C'est-à-dire, vous voulez dire quand vous répondez lors du contrôle, vous êtes libre de prendre l'accord qui vous convient le plus. D'accord? Je ne vous impose pas un seul accord. Oui, la réforme après, ce sont des mots qui sont un peu vides de sens. Donc, on va dire qu'aujourd'hui, les deux accords coexistent. C'est-à-dire, si vous ouvrez un dictionnaire un peu savant, un peu encyclopédique, vous allez forcément trouver les deux accords. Sauf si c'est un dictionnaire d'avant 1990. Vous allez forcément trouver les deux. Et enfin, on met d'habitude que ce pluriel, c'est l'orthographe classique, traditionnelle. Ce pluriel-là, c'est l'orthographe réformée de 1990. Mais enfin, vous mettez la forme qui vous convient. D'accord? Je ne suis pas un despote. Donc bon, donc gratte-ciel, oui, mais quand même ciel avec un S, ça fait bizarre. C'est quand même un pluriel qui, comme je vous l'ai dit, s'utilise en poésie, spécialement. Donc, et on ne dit jamais gratte-cieux. Ça ne se dit pas, tout simplement. Donc, un gratte-ciel, donc même logique.
Donc des gratte-ciel. Ciel ou avec, bon, ça c'est l'orthographe classique, traditionnelle. Et l'orthographe de 1990, gratte-ciel avec un S. Voilà, mais il faut les connaître, hein, ces orthographes, au moins. Après, ce que vous mettez, enfin, vous choisissez, hein, tout simplement. Mais s'il y a une seule façon d'accorder, bien sûr, si vous mettez d'un S ou un, ça ne va pas être considéré comme correct. Donc, il est quelle heure déjà? Oui, bon. Bref, donc, bon, écoutez, moi, j'aurais bien voulu finir ces mots. Enfin, ça prend quand même du temps pour expliquer tout cela. Donc, bon, vous, de votre côté, ce que vous faites, ce que vous allez faire, essayez de vous exercer simplement, de réfléchir aux autres combinaisons de mots. Et bien sûr, ce cours, ça sera la suite de ça, ça sera la semaine prochaine avec l'autre groupe. Mais vous, de votre côté, pour le moment, je ne vais pas déposer de corrigé, hein. Il faut d'abord que vous vous exerciez de votre côté, et après, donc, on verra ce qu'il en est. Et comme oui, petite remarque, je l'ai déjà dit à vos camarades, mais bon, je le répète, pour le module de révision, parce que moi, habituellement, je fais toujours une révision avant le contrôle, hein, où il y a, bon, le type, bien sûr, pas les phrases, mais le type d'exercice, les types d'exercices que vous aurez au contrôle, etc. Pour le module de contrôle, ça ne sera pas fait de cette façon, hein. Un groupe fait la moitié, l'autre fait le... Non. Tout le monde fera la même chose. Est-ce qu'on est d'accord? Parce que je ne vais quand même pas, enfin, couper la révision en deux, hein. Donc, lorsque le moment viendra, on fera une petite activité une semaine avant, une activité et un module de révision. Et ce module, ça sera le même pour tout le monde. Bien sûr, pour le contrôle en tant que tel, je vais préparer, enfin, deux contrôles. C'est normal parce que vous n'allez pas le passer en même temps. Bon, ça revient quand même à perdre, oui, oui, au moins une semaine. Mais bon, il n'y a pas d'autre façon de faire. Oui, dites-moi. Euh, on avisera, hein. Je vous dirai ça. Je n'ai pas de réponse. Enfin, si jamais ça arrive, je vous dirai ça le moment venu, hein. Donc, bon, voilà. Enregistrement terminé.